Donc quand je suis tombée malade à 23 ans, donc quand le diagnostic a été posé noir sur blanc, c'est là et c'est là, dans ma tête je me suis dit ok, il me reste 3 ans à vivre. Bonjour à tous, je m'appelle Céline, j'ai 28 ans, je suis atteinte de la maladie de Charcot depuis 5 ans et aujourd'hui on va parler du suicide assisté. Alors la maladie de Charcot c'est une maladie qui est neurodégénérative, c'est-à-dire que ça touche vraiment les nerfs jusqu'aux muscles et en fait la transmission nerveuse ne passe plus jusqu'aux muscles et le muscle s'atrophie petit à petit jusqu'à la paralysie du muscle. Et ça touche vraiment tous les muscles du corps. On arrive vraiment à une tétraplégie à la fin de la maladie avec l'incapacité de parler vu que ça touche aussi les muscles au niveau de la gorge et puis une incapacité à se nourrir. En moyenne, l'espérance de vie elle est entre 3 et 5 ans. Souvent ça peut arriver plus vite que 3 ans et dans mon cas, j'ai une évolution lente donc c'est au-delà des 5 ans. Donc il faut savoir que mes premiers symptômes c'était vraiment ne plus pouvoir me mettre sur la pointe des pieds. Une fois ce premier symptôme que j'ai compris, je me suis dit il faut quand même que j'aille contrôler chez le médecin. J'ai pas pensé directement à la SLA mais j'ai quand même fait pas mal de tests qui étaient tous négatifs, par exemple l'IRM, et donc on est vraiment allé plus loin dans les recherches et à ce moment-là on a fait vraiment 2 semaines d'examen et c'est là qu'ils m'ont annoncé que c'était la maladie de Charcot. Donc une fois l'annonce faite, après c'est moi qui ai dû annoncer à mon papa, à mon petit ami de l'époque et à mes amis. Dans 5 à 10%, la SLA c'est une forme familiale, ça veut dire que c'est héréditaire et c'est ce qui est le cas dans ma famille. Du coup ma maman elle est décédée quand j'avais 16 ans, elle est décédée en 2 ans et demi, donc c'est quand même allé assez rapidement. Au début de la maladie on savait pas que c'était la maladie de Charcot, ça a été très compliqué à diagnostiquer vu qu'en plus c'était la première de la famille. Elle était quand même assez jeune pour être atteinte de Charcot parce que la moyenne d'âge elle est quand même au-dessus de 50-60 ans. Donc on l'a vraiment plutôt accompagnée comme une personne malade mais sans savoir forcément qu'elle allait décéder de ça. L'accompagnement pour moi il a été assez beau entre guillemets parce que je la voyais vraiment 1 à 2 fois par semaine et chaque fois que je la voyais c'était vraiment toujours pour raconter des belles choses. On prenait le temps de parler de la mort, de ce qui se passait, de son état de santé, mais je pense que c'est vraiment mon papa qui lui a dû prendre énormément sur lui et l'accompagner énormément. Mon grand-papa, il est tombé malade 3 ans après le décès de ma maman. J'avais 19 ans et puis lui, ça a vraiment duré 1 année et demie, mais parce que du coup, il a eu recours au suicide assisté. L'accompagnement était très différent, très dur émotionnellement parce qu'on savait ce qui allait arriver. Autant ma maman, on était un petit peu dans le flou, même avec le diagnostic, la maladie, elle était très peu connue il y a 11 ans, donc on savait pas trop ce qui allait se passer, si finalement il peut y avoir un traitement, peut-être, peut-être pas. Alors que mon grand-papa, quand il est tombé malade, diagnostic posé, on savait déjà ce qui allait se passer, lui le premier, et c'est pour ça qu'il a fait recours au suicide assisté. Alors au moment où mon grand-papa m'a annoncé qu'il allait avoir recours au suicide assisté, je l'ai compris parce que j'ai aussi vu ma maman mourir de la SLA et je comprenais son choix. La décision de faire exit, c'était un moindre mal comparé au mal-être qu'il aurait pu subir s'il n'avait pas fait exit. Donc quand je suis tombée malade à 23 ans, donc quand le diagnostic a été posé noir sur blanc, c'est la SLA, dans ma tête je me suis dit ok, il me reste 3 ans à vivre parce que voilà, je me suis dit ma maman 2 ans et demi, mon grand-papa 1 année et demie. Donc moi je me voyais vraiment mourir très vite. J'ai tout de suite été convaincue du choix de faire exit. Donc j'ai fait les démarches très très vite. Alors il faut savoir que exit c'est de la paperasse, beaucoup d'administration. On peut pas y avoir accès comme ça du jour au lendemain, c'est quand même beaucoup de réflexion sur soi-même. Il faut vraiment se retrouver seul avec soi-même et se dire maintenant qu'est-ce que je vais faire parce que c'est un choix tellement terrible qu'on peut pas le prendre à la légère, il faut vraiment prendre le temps. Quand je suis tombée malade, pour moi il était fait ce choix. Moi je savais que je voulais pas aller jusqu'à la fin de la maladie. Par contre maintenant l'évolution, le fait de voir que j'ai une évolution lente, je me dis que je vais avoir recours au suicide assisté mais clairement moins vite que ce que j'avais prévu. À la base c'était vraiment dès que j'avais plus la mobilité dans les jambes, je voulais faire exit. Maintenant je me dis que je pourrais peut-être faire dans plus longtemps. Je me dis que j'ai tellement des projets que pour l'instant j'ai pas envie d'avoir recours au suicide assisté même si je perds l'usage de mes jambes maintenant. Mais ça sera un choix pour plus tard. En soi quand on décide de faire appel à exit, je vais prendre l'exemple de mon grand-papa, c'est vraiment la semaine avant, il a appelé, ils ont fixé une date ensemble. Moi il m'a appelé, il m'a dit écoute voilà c'est mercredi prochain à 14h que je pars. Donc en soi c'est lui qui décide de la date jusqu'au dernier moment, il peut repousser, annuler. J'en ai pas discuté avec lui malheureusement parce que je pense que j'étais aussi un peu trop jeune pour comprendre, il y avait quand même pas mal ce tabou de la mort, cette peur. Mais je regrette un petit peu parce que maintenant j'aurais bien voulu lui dire comment tu sais que c'est le bon choix. Parce qu'au moment où on boit la substance, où on se l'injecte soi-même, il n'y a plus de retour possible. Comment est-ce qu'il a fait pour être autant apaisé et autant sûr de lui de ne pas vouloir continuer de vivre? C'est vraiment 2 choix. C'est soit vraiment une boisson, soit vraiment une injection. Donc les infirmières posent le cathéter. On doit pouvoir faire le geste soi-même. Je me rappelle à l'époque
que ma maman, quand elle est arrivée en tétraplégie et qu'elle voulait avoir recours à Exit a refusé. Parce qu'il faut pouvoir être conscient déjà et pouvoir se le faire soi-même. Ça peut pas être un médecin, ça peut pas être un proche. Ça c'est déjà finalement assez strict parce qu'une personne par exemple qui fait un accident qui est tétraplégique, il pourra pas avoir recours à Exit. En tout cas pas en Suisse. Et après vraiment le temps de prendre la substance, donc mon grand-papa lui il l'a bu, donc ça a pris environ une demi-heure le temps qu'il s'endorme et que le cœur s'arrête. C'est un peu spécial comme ambiance, je veux dire ça comme ça, mais vraiment bon, de toute façon il y a une personne de l'association qui est là parce qu'il contrôle tout. Hein. Il contrôle déjà si la personne elle est consciente, elle est d'accord, il repose des questions. Pareil avec l'entourage, on discute énormément. Et puis après, une fois que la personne est décédée, chez nous il y avait la police aussi qui était là. Il y a vraiment beaucoup de procédures à suivre, on peut pas vraiment faire ça comme ça. Le fait d'avoir un contrôle sur sa mort, ça dépend pas forcément de charcot ou pas, revanche ou pas. C'est vraiment, je ne veux pas vivre en étant un légume. Je ne veux pas de ça, je sais que ça va arriver parce que c'est dans le cours des choses, c'est la maladie qui provoque ça. Je le sais, je ne veux pas et pour moi c'est juste mettre un stop là où émotionnellement et physiquement je peux pas aller plus loin. Oui, je suis handicapée, j'ai des difficultés à me déplacer, c'est difficile parfois émotionnellement, mais malgré tout j'ai des projets, un entourage incroyable, de la famille qui me soutient. Donc j'ai pas envie de mettre un stop maintenant. Mais le jour où je peux plus parler, où je peux plus communiquer, où je ne peux plus manger par moi-même, où je peux plus me gratter le nez toute seule, je me vois pas vivre tétraplégique. Avec une conscience en plus, vu que les capacités cérébrales ne sont pas touchées. C'est vraiment moi je décide quand je veux partir. Et puis je pense que j'ai le droit et c'est mon choix. Je pense que le suicide assisté, effectivement, c'est un tabou où il y a encore besoin de discuter. Je pense qu'il y a quand même, à mon sens, pas mal de manque d'informations. Il y a aussi pas mal de peur autour de ce sujet, pas mal d'incompréhension et du coup tout ça, ça met vraiment un espèce de frein où on se dit qu'est-ce qui va se passer, c'est horrible, on est lâche. Par rapport aussi à nos croyances, par rapport à beaucoup de choses, on peut vraiment mettre un stop là-dessus. Mais finalement, j'ai envie de dire que la mort, on y est tous confrontés. C'est vraiment notre point commun à tous. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir parler librement déjà de la mort. Finalement, si on a le choix de pouvoir arrêter de souffrir, pourquoi on ne prendrait pas ce choix-là? J'ai le choix entre les deux. Et puis en France, vous n'avez pas le choix. Vous devez mourir à petit feu sans avoir le choix, quoi. À 23 ans, quand je suis tombée malade, je pense qu'à ce moment-là, ma mission de vie, finalement, elle a changé. Ça a été très compliqué. Est-ce que j'avais envie de continuer de vivre ou pas? Qu'est-ce que j'allais faire un petit peu de cette vie réduite? Et puis finalement, avec la force en moi, la force de mon entourage énormément, ça m'a permis de me dire que la vie n'était pas finie. Même si elle était raccourcie, même si elle allait être compliquée. Je pense que je peux faire encore beaucoup de choses. Je suis encore là pour un petit moment et puis j'espère continuer à parler de tout ça. Ça touche chaque personne finalement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? C'est quoi notre mission? Est-ce que c'est se lever, aller au boulot puis dormir? Et finalement, de tomber malade, ça met un stop énorme à tout ce qu'on faisait avant et on réfléchit tout différemment. Et vraiment le fait de vouloir piquer un peu l'intérieur des gens en disant mais est-ce que toi t'es vraiment heureux pour de vrai? Est-ce que t'es vraiment en paix avec toi-même? Est-ce que tu t'aimes? Il y a tellement de questions où je faisais pas forcément attention en me disant j'ai le temps, j'ai clairement le temps. Et puis quand on apprend qu'on va vivre moins longtemps, ce qui est peut-être le cas de... finalement on sait pas, on peut partir demain. Donc je pense qu'il faut pas attendre d'être malade pour trouver sa mission de vie, disons.